Je vais donner la parole à finalement des jeunes entre 20 et 30 ans qui ont choisi de s'engager dans différentes organisations, puisque c'est aussi ça le sujet de la soirée. On a bien vu au départ dans le petit quiz qu'entre la réalité, ou ce qu'on dit et finalement ce qu'on fait, il y a quand même souvent un écart. Tout le monde a envie de contribuer à quelque chose de très concret, mais on a aussi envie de gagner sa vie. On a envie d'avoir on a envie d'apprendre, on a envie de liberté en même temps. Il y a quand même pas mal d'attentes qui peuvent être parfois contradictoires. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait un choix de s'engager dans quel type d'organisation? Et pour ça, on a 4 invités et je vais les inviter à me rejoindre. On a Jean Guo qui a créé et qui dirige l'ONG Connexio, qui accompagne notamment les publics réfugiés et migrants sur les sujets de montée en compétences dans les technologies. Et je l'inviterai à se présenter. Bienvenue parmi nous et merci beaucoup. On a Awa Siskoulibaly, bienvenue aussi, qui est stratégie manager chez UTI, qui travaille notamment sur les sujets d'économie circulaire. Bienvenue. On a Mathilde Prache, qui est consultante au sein d'EY et Faber Novel, notamment sur les sujets de culture. Et on a Lucas Globanski, qui est chargé de mission au Parlement européen et de suivi bilatéral en lien avec le ministère de la Transition écologique. Bienvenue. En termes de fonctionnement, celui que je vais vous proposer, c'est de prendre chacune 4 minutes, chrono en main, pour partager pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager dans quelles organisations, qu'est-ce qui vous plaît, mais qu'est-ce qui vous plaît moins aussi, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce qui vous frustre, ou est-ce que quel type d'études vous avez fait ou vous avez envie d'aller plus tard. L'idée, c'est que ce soit vraiment votre vécu et ce qui vous motive au quotidien. Donc, la parole est à vous. Et si on veut faire de droite à gauche, Mathilde, je vais t'inviter. Et... un micro qui est bon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour parler de ma vie finalement. Non, en 4 minutes. Justement, j'ai oublié ce que je voulais. Je reviens 2 secondes. Non, mais moi, je me suis engagée finalement dans ma vie professionnelle plus que personnelle. J'ai un parcours hyper classique. J'ai commencé en fac d'éco, j'ai continué à l'école de commerce. Et à la fin de mon école de commerce, je me suis dit que la simplicité, c'était finalement le conseil, la deuxième école de commerce, finalement, là où je vais continuer d'apprendre. Donc, j'avais une condition, en revanche, c'était de ne pas aller dans un grand cabinet de conseil, donc surtout pas EY. Désolée, Audrey. Mais non, je ne voulais pas être une petite fourmi au milieu d'un grand groupe et je suis allée vers Faber Novel, un petit cabinet de conseil de 300 personnes, en tout cas, c'était le cas il y a 2 ans, où on m'a dit, dès que je suis arrivée, que je pouvais être jeune et avoir raison. On me l'a répété 150 fois, je pense. Et ça a bien plu à mon ego. Et donc voilà, j'ai commencé en stage là-bas. On m'a proposé de travailler sur des projets en interne pour sensibiliser les collaborateurs. Donc, créer des événements comme on a fait des fresques du climat, on a aussi fait une semaine pour les objectifs du développement durable, on a fait plein de petits défis dans l'entreprise, on a organisé une fripe où on s'échangeait nos vêtements entre collaborateurs et collaboratrices. J'ai aussi participé au reporting EcoVadis, qui est en fait un audit RSE qu'on fait tous les ans. Donc voilà, j'ai découvert ces sujets pour des projets internes d'abord. J'ai aussi eu la chance, et ça c'est une vraie chance, d'avoir été formée pendant plusieurs mois aux enjeux de durabilité. Donc, j'ai découvert tout l'historique de la durabilité, les grands concepts, j'ai découvert ce que c'était que les limites planétaires, le carbone, qui sont en fait des concepts assez scientifiques, mais qui me semblent hyper importants d'assimiler pour ensuite en parler à nos clients. Et enfin, j'ai pu monter sur des sujets, des projets pour nos clients qui avaient justement ces enjeux de durabilité. Et donc, je vais vous parler d'une de mes missions qui m'a beaucoup marquée, qui était une mission plutôt sociale, parce que j'estime que l'engagement environnemental passe aussi par la justice sociale. Et c'était une mission pour la Caisse des dépôts qui avait été missionnée par le gouvernement, enfin le ministère du numérique, pour faire un bilan
de leur stratégie nationale pour un numérique inclusif qui avait été lancée en 2017. Donc, l'objectif, c'était de voir comment le gouvernement avait fait monter en compétences les 13 millions de Français qui sont en situation d'exclusion numérique. Et donc, on a fait ce bilan, on a fait plein d'interviews, on a réalisé des ateliers avec nos clients. Et à la fin, on a ressorti une dizaine de propositions qu'on a données au gouvernement, enfin, toujours au ministère du Numérique, Jean-Noël Barrot, mon ministre. Et l'objectif, c'était donc derrière qu'il propose un nouveau volet pour cette stratégie pour l'année de 2023 à 2027. Et ça, c'était ma première mission cette année en collaboration avec EY. Et elle s'est super bien passée. Je flippais un peu, pour être honnête, au tout début. Pourquoi j'avais peur de travailler dans un grand cabinet de conseil? C'était l'idée d'avoir une énorme inertie, d'être une fourmi au milieu de milliers d'employés et d'avoir finalement aucun impact auprès de nos clients. Et j'ai eu la chance récemment d'arriver sur une nouvelle mission, toujours en collaboration avec EY. Je travaillais pour cette salle là-bas. Donc, désolée pour les gens qui sont à distance. C'est en Rez-de-Jardin. C'est une salle immersive où, en fait, on va projeter un film. Donc, moi, j'ai travaillé sur le film. Ce film, c'est Paris en 2040, dans un petit appartement parisien. Une vie de famille assez classique. Et ce film, il est en deux parties. La première partie, c'est le scénario plus 4 degrés. Il fait plus 4 degrés à Paris. C'est assez catastrophique, mais malheureusement, c'est un peu le scénario vers lequel on se tourne. Et le film switch un moment et on passe sur un scénario plus 2 degrés, donc le scénario qui sera vivable finalement, et celui vers lequel il faudrait qu'on se tourne. Et en fait, le public de ce film, ce sont des dirigeants. Et je me dis que moi, à 26 ans, je suis assez fière avec mon équipe de pouvoir un petit peu bousculer ces dirigeants qui vont voir, ces dirigeants d'entreprise, de grands groupes d'agroalimentaire, de l'énergie, de les bousculer en voyant ce genre de film qui sera que le début de cette expérience dans le lab où derrière, ils auront des ateliers pour, en fait, avec eux, qu'on puisse imaginer le futur de leur entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Et Jimmy, la parole est à toi. Ouais. Je prends la suite. Je pense qu'à 31 ans, je suis, je pense, la plus âgée de cette table ronde, quoi. Et non, c'est super parce que c'est l'inverse, en fait, quand je fais des interventions où je suis sur des tables rondes. Donc, ravie d'être ici avec vous tous et tout ce soir. Donc, je suis Jean Guo et j'ai fondé donc Connexio. On est une structure qui lutte justement en fait pour l'inclusion numérique. Donc, je pense qu'on fait partie justement des acteurs qui sont engagés dans cette nouvelle stratégie sur les prochaines 5 années en France, parce que quand on parle aussi d'inclusion numérique, peut-être il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'aujourd'hui, en fait, il y a 1 personne sur 5 en France qui vraiment sont en fait limitées en termes de connectivité, d'équipement ou la maîtrise des compétences numériques. Et si on voit en fait aujourd'hui, en fait, toutes les démarches administratives, toutes les en fait, compétences qu'on doit vraiment gérer pour aller vers le marché de l'emploi ou justement dans notre vie professionnelle, c'est vraiment en fait essentiel. Donc, pour les personnes qui sont exclues numériquement, c'est aussi une forme d'exclusion socio-économique énorme. Et donc, ça, c'est un peu sur ce que je travaille tous les jours, mais de peut-être parler un peu de mon parcours et pourquoi je suis allée sur le terrain. Je pense que si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années, voilà, tu seras en fait entrepreneur social et tu vas travailler sur ces sujets, je n'aurais pas cru parce que je vais commencer aussi sur mon parcours. En fait, j'avais fait mes études à l'époque à Stanford. J'étais entourée par la tech, donc je suis devenue aussi consultante dans ma première vie professionnelle. Mais pour moi, je pense que ça me manquait quelque chose de sens ou de purpose et je voulais chercher justement de mettre mes compétences. Donc, j'avais plutôt des compétences très analytiques. Je travaillais pour une boîte de consulting où on faisait beaucoup des analyses de données et je voulais mettre ça à profit du secteur public. Donc, je suis venue en France il y a quelques années, tout au début, sur une bourse d'échange franco-américaine. Donc, avec l'accent, je suis américaine. J'avais en fait travaillé pour justement en fait des projets de santé publique, de politique publique pour étudier en fait, c'est un peu spécifique, mais le coût-efficacité des interventions de santé
ou de programmes de services sociaux. C'était un peu ça ma porte d'entrée tout au début. Mais pour moi, en fait, quand on est économiste, on voit que des bases de données et on ne voit pas les vrais problèmes sur le terrain. Et donc, au bout d'un moment, je suis allée justement en fait, sur le terrain pour comprendre les enjeux. Et c'est en faisant en fait, ce travail pendant 2 ans sur le terrain, je me suis rendu compte que peut-être il y a beaucoup des services de première ligne sur le logement, sur les choses qui sont très importantes pour des publics en situation de précarité. Mais ce qui manque aussi, c'est les ponts vers l'emploi, les compétences, l'insertion socio-professionnelle. Donc, au début, je pense pour moi, j'avais en fait envie de pouvoir aider et comme je suis impatiente, ça fait partie de mes caractéristiques, je voulais lancer tout de suite dans quelque chose qui peut aider. Et donc, c'est vraiment comme ça que Connexio était né. Ce n'est pas parce que j'avais déjà l'idée de vraiment créer quelque chose. C'est quand vous voyez quelque chose vraiment comme un problème, un challenge qui est si important, vous voulez créer quelque chose pour résoudre ce problème. Et je dis toujours, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux peut-être qui savaient toujours en fait dans leur vie, dans leur trip, qui voulaient devenir entrepreneurs. Et il y a l'autre type qui sont vraiment en fait frappés par un enjeu, un problème qu'ils veulent résoudre, que justement en fait ils vont en fait développer travail pour créer quelque chose qui va résoudre ce problème. Je pense que je fais partie de cette deuxième catégorie d'entrepreneurs. Et dans le toute première en fait cours de formation chez Connexio, parce que pour moi c'était essentiel que nous, en fait n'importe où on va être aujourd'hui, les compétences numériques vont jouer un rôle essentiel. En fait, j'ai découvert que 3 de mes apprenants dans cette toute première promotion, première salle de formation, venaient de 100 km par train. Ils venaient de Soudan à l'origine pour prendre ces cours. Et donc, je pense que quand tu es marqué par des histoires des personnes qui veulent vraiment réussir, mais prendre vraiment être maître de leur propre destin, ça te pousse aussi d'aller plus loin et de faire quelque chose. Donc, Connexio aujourd'hui, on a une équipe de 50 personnes. On travaille dans 4 pays, donc en France, en Jordanie, au Kenya, en Malawi, sur une quinzaine de villes et 40 sites de formation. Et on forme jusqu'à peu près 2000 personnes par an. Mais notre objectif, c'est de continuer à travailler. Je pense qu'on peut commencer toujours petit, mais au bout d'un moment, vous allez voir aussi avec justement la motivation, la réussite, le fait de pouvoir embarquer d'autres personnes en fait dans cette aventure avec vous. Je pense que c'est ça aussi qui est un peu cette énergie qu'on a aussi, on est peut-être jeune ou moins jeune, mais de pouvoir en fait vraiment se battre pour les valeurs, pour les choses qu'on veut défendre. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui veulent parler d'entrepreneuriat, entrepreneuriat social, je suis ravie d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, je suis Awa Koulibaly. Donc, actuellement, je travaille chez ILTI. Donc, beaucoup de personnes ne connaissent pas ILTI parce qu'on parle beaucoup d'émissions de CO2, mais personne ne pense généralement aux entreprises d'outillage, c'est-à-dire c'est un peu le dealer de drogue. Donc, c'est nous qui fabriquons les matériaux de construction, donc principalement pour le secteur du BTP, donc bâtiments et travaux publics. Donc, en France, on fait partie des numéros 3 sur le marché en Europe, dans les top 3. Donc, on met beaucoup de machines à la disposition sur le marché. Et voilà, donc actuellement, donc, le secteur du BTP aujourd'hui représente à peu près 43% des besoins, des consommations énergétiques annuelles en France et 23% des émissions de CO2 actuellement en France et 39% de toutes les émissions de CO2 au monde. Donc c'est un secteur qui pollue énormément. Et l'outillage représente à peu près 9% de toutes ces émissions. Donc, avant ILTI, comment je suis arrivée chez ILTI? Donc, moi, j'ai commencé, moi, j'ai un parcours assez interdisciplinaire, que ce soit mes diplômes. J'ai fait des études de finance, commerce international, puis administration publique à Sciences Po. Et donc, j'ai commencé ma carrière à l'UNESCO, parce que je suis d'origine de la région du Sahel. Donc, comment j'ai débuté l'université, il y a eu toute la crise au Sahel. Donc, et j'ai étudié aux États-Unis. Il y avait une belle opportunité
de faire un stage à l'UNESCO sur faire des levées de fonds pour la reconstruction des mausolées de Tombouctou. Donc ça, c'était mon premier job. Donc, je suis directement venue depuis les États-Unis pour vivre à Paris, où on a levé beaucoup d'argent pour cette reconstruction. Et je pense que c'est ça qui a vraiment boosté mon engagement parce que j'étais étudiante en école de commerce et là, je me retrouve dans un monde comme l'UNESCO. Ben, généralement, quand tu quittes, tu deviens très engagé par nature. Et j'ai continué mon engagement. Donc, j'ai travaillé à la Banque mondiale à Washington et à Paris. Bah, je voulais revenir bien évidemment en France. Donc, je suis arrivée en France pour faire mes études à Sciences Po. Et à Sciences Po, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des formations à l'Agence internationale pour l'énergie. Et après, j'ai travaillé chez Engie dans le biohydrogène en tant qu'analyste en stratégie junior. Donc j'ai vraiment, moi, je ne savais vraiment pas où me placer. Quand on regarde mon CV, tu te dis, mais elle est partout. Et donc, il me fallait vraiment une boîte qui respecte cela. Et donc, moi, j'ai fini malheureusement mes études en plein confinement. Il y avait ce qu'on appelle le hiring freeze. Donc, partout, il n'y avait juste pas d'opportunité d'emploi. Et je n'ai même pas perdu espoir. J'ai fait 1 an, je cherchais. Et c'est là où j'ai trouvé cette belle opportunité pour rejoindre ILTI. J'ai rejoint directement l'équipe de management. Et ça, pour moi, c'était étonnant. Parce que regarde, ils ont pris énormément de risques dès le début. Ils se sont dit, Awa, on veut que tu sois dans notre équipe de management. Je me suis sentie, voilà, invitée, inclus. Et je pense que pour moi, ça, c'était très, très important. Et donc, j'ai accepté l'offre. Et aujourd'hui, je suis manager en stratégie chez INTI. Je suis généralement la seule femme. Maintenant, j'ai une nouvelle manager qui est femme, ou la plus jeune personne généralement dans la salle. Et donc, moi, mon équipe, nous sommes chers, nous accompagnons nos clients vers les principales implications de la circularité dans l'industrie, qui commence d'abord, donc je travaille 100% dans la circularité, donc qui commence par faire en sorte que les produits, les matériaux qu'on met à la disposition sur le marché soient 100% efficaces. Donc, assurer l'efficacité des matériaux qu'on a sur place. Donc, ça, ça fait partie des premiers critères. Deuxième critère, c'est s'assurer de la réutilisation de ces matériaux. Parce que si les matériaux, on en a des millions sur le marché, est-ce que l'idée, c'est que dès qu'un client casse sa petite meuleuse ou sa petite visseuse qu'il a rachète un autre, nous, on a notre centre de service où on en repart plus d'1 million de machines par an. Donc, c'est des opérations assez intenses. Et troisièmement, c'est s'assurer de la prolongation de la durée de vie également de nos machines. Donc, moi, dès que j'attends qu'on a une machine qui est HS, c'est-à-dire non fonctionnelle, au bout de 5 ans, c'est alarmant et je dois savoir. Donc, on a fait beaucoup de data analytics pour éviter ces scénarios. Et quatrièmement, ça c'est très, très important, c'est la fin. Voilà, la fin de la durée des machines, minimiser les déchets. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de soustraire jusqu'à 60% maximum, toutes les pièces détachées, etc., dans nos machines. Imagine des tronçonneuses thermiques, des marteaux-piqueurs. On essaie de soustraire au moins jusqu'à 60% des outils qui sont toujours fonctionnels et les réutiliser sur d'autres machines. Donc nous assurer qu'à la fin de la cycle de vie de nos machines, qu'on puisse soustraire autant de matériaux possible. Donc vraiment, je travaille à 100% dans la circularité, dans les opérations, parce que quelqu'un qui a un profil Banque mondiale, etc., on adore faire des recherches, des analyses, et même chez ILTI, je remarque beaucoup ça. Mais maintenant, je deviens très, très opérationnelle et j'ai du mal maintenant à faire des longues analyses et des longues études. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, merci beaucoup. On va avoir pas mal de temps pour les questions ensuite.
Et du coup, Lucas, Je voulais applaudir. je t'invite aussi. Ah ouais. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, dans mon cas, l'engagement a commencé, j'ai commencé par l'engagement, par une licence de biologie, où j'ai beaucoup de cours sur l'environnement et où j'ai vraiment compris, j'ai eu un déclic à ce moment-là sur l'importance des enjeux environnementaux. J'ai voulu continuer pousser cet engagement à travers de l'associatif. Et je me suis engagé dans une association environnementale, il y en a plein de nos jours. Dans mon cas, c'était Climates, et j'ai plutôt fait de la sensibilisation. C'est à peu près à partir de ce moment-là que je me suis dit, selon moi, qu'en fait, les scientifiques avaient fait leur travail, ils avaient mis en lumière un problème, apporté des solutions, et que c'était peut-être plus au niveau politique qu'il fallait agir. Maintenant, il fallait mettre en œuvre. Et donc c'est pas mal parce que j'ai pu faire ensuite un pas dans la politique avec un double master sciences et politique de l'environnement, à la fois entre mon université de biologie et Sciences Po Paris. Et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que le niveau politique était crucial pour avancer. J'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont orienté vers le niveau européen. Donc d'abord, ça a été l'environnement, puis au niveau politique, puis au niveau européen. C'était Pierre Larouturou, qui est un député européen, et Laurence Tubiana, qu'on appelle souvent l'architecte de la COP21, qui a fondé la Fondation européenne pour le climat. Et bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire un stage chez les deux, donc ça c'était plutôt pas mal. Et ça a vraiment conforté mon idée que je voulais travailler au niveau politique européen et sur l'environnement, le climat. J'ai juste voulu approfondir ça par une meilleure connaissance des études de l'Europe, et j'ai pu faire un master d'études européennes au Collège d'Europe. Tout ce petit bagage, ça m'a permis d'être dans le poste dans lequel je suis actuellement. Donc, je travaille à la DAEI, la Direction de l'Action européenne et internationale, qui a pour mission de coordonner les affaires européennes et internationales pour le ministère de la Transition énergétique, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, c'est un peu long, et le ministère de la mer, parce qu'en fait, il y a écrit ministère de l'écologie, mais ça n'existe pas, ça, en fait. C'est plusieurs choses, mais c'est un peu compliqué parce que les ministères sont séparés, enfin bref. Et plus spécifiquement, ce que je fais moi dans mon poste, c'est scindé en deux. D'une part, je m'occupe des questions, de suivre les questions énergie au Parlement européen. Donc, c'est tout le processus législatif, une proposition de la Commission, les différents amendements, les votes, ainsi qu'un travail d'influence auprès des parlementaires européens. Et de l'autre part, c'est le suivi des relations bilatérales entre la France et les pays d'Europe de l'Ouest. Et là, c'est sur les sujets environnementaux. Et ça va être, par exemple, quand des ministres se rencontrent, de préparer tout l'entretien, donc ce que doivent savoir les ministres, ce qu'ils doivent dire pour faire avancer les dossiers. Je dirais que pour moi, ce qui est le plus excitant dans mon travail, c'est de faire partie d'un tout qui est plus grand, un tout qui va déboucher sur des législations qui auront un impact significatif sur tout le monde. Et de voir tout le processus politique qu'il y a derrière, c'est vraiment c'est assez passionnant. Et un autre point, c'est que en fait, pour quelqu'un qui veut travailler au niveau européen sur l'environnement, c'est vraiment le temps idéal dans le sens où il y a plein d'initiatives, il y a eu le pacte vert pour l'Europe, et il se passe tellement de choses en ce moment que c'est vraiment passionnant. Il y a quand même des points négatifs, et je vais finir là-dessus parce qu'ils existent quand même. Je pense qu'on peut souvent reprocher au niveau public, institutionnel, c'est la lenteur. Et en fait, elle s'explique par le fait que chaque législation est le fruit d'intérêts contradictoires qui s'opposent et qui ensuite donnent place à des compromis. Donc forcément, c'est long, mais l'avantage, c'est que ça permet de comprendre aussi le monde dans lequel on évolue. Pourquoi les choses sont lentes? C'est parce qu'il y a plein d'intérêts divergents et il faut réussir à les mettre d'accord, les accorder pour avancer. Et donc, je m'arrête là pour laisser place à la suite. Merci beaucoup, Lucas. Et intéressant ton point du tangon en écho aux différentes remarques qu'on pouvait avoir par ailleurs. On va avoir les questions d'essai. On a quelques questions aussi à distance pour commencer.
Est-ce que vous pourriez partager en une phrase quelque chose dont vous êtes vraiment très fier que vous avez accompli dans votre organisation? Peut-être une action, quelque chose que vous avez mis en place? Joker. Alors moi, je dirais qu'en avril, INTI, le groupe a décidé finalement de s'engager à atteindre la neutralité carbone dans toutes ces opérations d'ici 2030. Et une plus grande fierté, c'est qu'en France, d'ici la fin de cette année, on va y arriver. Donc, parce qu'on est déjà très en avance sur ça. Du coup, tu contribues, toi, sur ce sujet-là précisément? Parce que nous sommes, mon équipe, on est garant de toute la circularité pour ILTI. Donc, ça, nous, il n'y aura pas de décarbonisation tout point. Okay. C'est une équipe de 6 personnes, donc c'est une belle fierté. Bravo. Je pense pour moi, je pense qu'il y a toujours en fait les petites réussites, les grandes réussites, mais je pense que la chose en fait pour laquelle je suis la plus fière, c'est le fait d'avoir en fait vraiment embarqué beaucoup de monde dans cette aventure avec nous. C'est pas que juste moi ou mes équipes de 50 personnes, c'est tous les apprenants, toute la communauté, et le fait d'avoir en fait fait ça, et je suis super fière de ce qu'on avait pu faire. Mais c'est un peu ce travail en fait quotidien, tous les jours en fait, qui en fait nous donne encore la motivation d'aller plus loin. J'allais faire une blague. J'allais dire embarquer mes managers un peu moins jeunes que moi dans leur transformation de leur vie quotidienne. Mais non, en réalité, c'est plutôt sur ce lab, le fait d'avoir... moi, j'ai beaucoup travaillé sur le scénario plus 2 degrés. Et en fait, j'ai essayé de trouver comment on allait pouvoir bouger sur... qu'est-ce qu'on allait pouvoir changer dans notre alimentation, dans notre mobilité, dans l'urbanisme, dans notre santé. Et donc, c'est d'avoir fait toutes ces recherches et ces partis pris, d'avoir posé ces partis pris pour le scénario. Donc, il n'y a pas eu encore de réalisation concrète auprès de nos dirigeants, mais je pense que je serai fière dans quelques années, du coup. Merci, j'ai pu gagner un peu de temps pour réfléchir. Dans mon cas, donc comme j'ai dit, je m'occupe des relations avec les pays d'Europe de l'Ouest, et donc principalement c'est la France avec l'Allemagne, évidemment. Et il fallait organiser un conseil des ministres franco-allemands, donc très très gros événement. Et en fait, c'est arrivé un moment où les relations franco-allemandes n'étaient pas top. Il a été reporté, et donc ça a été assez stressant de parler en direct avec des collègues des ministères allemands. Et au final, ça a pu avoir lieu. Et j'étais très content quand ça s'est passé. J'étais un peu stressé tout le long, mais tout s'est bien passé. Et vu le temps que ça a pris, j'étais plutôt content. Voilà. Des questions du public, peut-être. On peut regarder aussi les questions qu'il y a ici. Et à distance, on avait une autre question qui était, vous avez du coup des organisations différentes, plus ou moins grosses, avec du coup plus ou moins de moyens, mais aussi des freins. C'est quoi peut-être la frustration, ce qu'il faut être prêt à accepter un peu quand on s'engage dans le type d'organisation que vous avez choisi? Question piège, pardon. Du coup, moi, je pense que j'ai déjà répondu dans mon intervention de 4 minutes. Donc, je fais un second joker pour passer à côté, du coup. Mais je pourrais le redire s'il faut trouver un autre exemple. Moi, je pense pour moi, sur les questions de frustration, c'est quand en fait, tu démarres quelque chose de 0 à 1. Après, je pense que j'apprécie beaucoup ce qu'on était, en fait, qu'on avait 5 ou 10 personnes et où on est aujourd'hui. Mais je pense que tu peux toujours en fait essayer de faire plus, et voilà. Mais je pense que pour moi, il y a toujours en fait des manières aussi en fait de faire par des partenariats. Par exemple, en fait, souvent en fait on est dans des partenariats avec des structures, en fait des entreprises beaucoup plus en fait importantes comme nous. Et je trouve que quelquefois quand tu es petite aussi, tu arrives aussi à être beaucoup plus agile. Tu peux adapter, changer vos programmes en fait. Donc je pense qu'il y a aussi des forces dans le fait d'être plus petit, plus agile, et savoir en fait comment adapter aussi. Et pour nous en fait, en tout cas en fait dans le monde de la formation, le numérique, c'est plutôt un atout. Merci. Je parlais tout à l'heure
de l'inertie, de faire partie maintenant un petit peu de DY. Tout est un peu plus lent, même si ça l'était parfois un petit peu aussi côté Faber avant qu'on se fasse racheter. C'est ouais, lancer les projets, donc là, comme le lab, l'offre, tout prend plus de temps et ça peut être un petit peu frustrant de laisser passer. Là, ça a été lancé il y a 1 an, un peu plus même maintenant. Donc ouais, ce temps pris pour ce qui est normal, il faut sensibiliser tout le monde, il faut embarquer. Et je pense que c'est ça en fait. C'est embarquer tout le monde qui prend du temps. Oui, également pour moi, c'est le fait d'essayer au moins d'embarquer tout le monde. Parce que moi, je suis arrivée quand il y avait la stratégie qu'on appelait Champion 2020, qui est l'idée que l'entreprise devient très globale. Donc, dans ce cas-là, on ne peut rien faire au niveau local parce que tout est décidé de façon top-down. Mais depuis janvier 2023, maintenant, ils ont une nouvelle stratégie, c'est d'être leader dans la transformation industrielle. Donc là, c'est bottom-up qui est un peu différent. Donc là, on teste les produits, les nouvelles stratégies au niveau local. Et quand ça fonctionne, on peut déployer de façon systématique dans la région. Et ça m'arrange beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore le changement. Et donc, quand je suis arrivée, je me dis, mais comment ça se fait que je ne peux pas changer ça parce que c'est global, décidé de façon globale. Mais depuis 3 mois, je dors mieux la nuit parce que là, on mise plus de ressources sur des stratégies locaux et quand ça fonctionne, on peut déployer de façon régionale et après de façon globale. Et je pense que la nouvelle stratégie, ça m'arrange même mentalement. C'est moins épuisant. Mais donc, ouais. Merci. Voilà. On avait une question qui était comment partager son engagement sans effrayer les entreprises? Je pense que je suis un peu contre, en fait, pas contre la question, mais je me dis peut-être dans notre exemple, je pense qu'il y a des manières aussi de faire en fait beaucoup d'engagement et je pense même je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir en disant que en fait, oui, en fait, j'ai décidé d'aller en fait dans le secteur privé, mais je veux en fait donner du sens comment je veux faire. Et je pense que c'est pas en fait un monde binaire où on doit faire en fait un choix 0-1. Je pense qu'on travaille aussi, comme je pense par exemple pour des entreprises comme EY ou d'autres. Je pense qu'il y a aussi des manières, par exemple, de donner du temps, d'être aussi engagé. Et par exemple, pour nous personnellement, on travaille beaucoup avec les entreprises sur tout ce qui est mentorat, ateliers soft skills. On fait beaucoup d'engagement et je trouve en fonction de type d'expérience. Par exemple, on a des ateliers sur méthodologie agile ou des compétences techniques assez spécifiques. Et je pense là de mobiliser des personnes qui sont en fait experts sur ces sujets, mais qui sont pas à temps plein non plus. Je trouve que c'est plutôt un bon partenariat. Donc, je pense qu'il y a des manières de faire, en fait, engager en fait tout le monde sur le sujet, mais pas en fait demander je sais pas, c'est pas un engagement en fait énorme, c'est plutôt aussi sur enfin la durée et aussi dans une manière digérable. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous avez regardé ça aussi, vous avez fini par choisir votre entreprise actuelle? D'ailleurs, merci. Est-ce que ça a eu un impact finalement sur votre choix? On voyait bien les statistiques au départ, donc vous pouvez me dire oui, ça vous ferait partie des 93%. Comment vous abordez cette question-là? Et soyons assez honnêtes, je pense, parce que tout le monde fait face au même choix. Donc, salaire ou impact, est-ce que vous avez dû choisir entre les deux ou pas? Donc, moi, j'ai reçu l'offre tout dans mon domaine. Mais je me suis dit, après Covid, je me suis dit qu'avec Covid et tout ce que j'ai vécu pendant Covid,
je voulais rejoindre une entreprise familiale. Et je sais que ILTI a la fondation ILTI, qui est extrêmement actif. Et moi, je sais que de nature, j'aime travailler sur des projets sociaux. Et je savais qu'avec ILTI, c'est une boîte familiale. C'est une grande boîte, mais ce n'est pas aussi énorme. Et donc, c'est plutôt facile d'avoir accès à d'autres sortes de financements pour financer des projets sociaux. Et il y avait tout ça dans leur offre qui m'a vraiment intéressée. Et franchement, j'avoue que même cette semaine, j'ai pris 5 jours de vacances qui sont payés comme des jours solidaires. Donc oui, pour moi, il y avait l'impact qu'il y a eu. Voilà. Merci. Et pas forcément un impact du coup négatif. Tu as privilégié l'impact, mais tu n'as pas forcément eu à faire un sacrifice non plus sur les autres aspects. Sacrifice, c'est que moi, j'adore, je suis une Parisienne, j'aime bien être dans la grande ville. Et, et c'est vrai que quand vous travaillez dans le domaine de la construction, vous allez souvent très loin et je n'ai même pas de voiture. Donc, il y a des jours où vous allez me voir dans le métro en train de porter du n'importe quoi, mais comme c'est de la construction, ça va. Voilà, je vais Rambouillet, partout. Et oui, donc ça, c'était un sacrifice. Avec l'autre boîte, je serais juste à la Défense. Et voilà, donc c'était ça. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir sur cette question? Oui. Je vais répondre à la question d'avant. Donc, comment on fait pour ne pas brusquer nos clients, parce que je pense qu'elle m'était un petit peu dirigée, vu que je fais du conseil. Et je pense que c'est… déjà, on ne va pas les flageller. Hein, nous non plus, on n'est pas parfaits. Et donc, c'est vraiment les sensibiliser, leur expliquer en fait à quel endroit, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, pour forcément les toucher peut-être un peu émotionnellement. C'est là où on a fait ce film pour les toucher de manière émotionnelle, personnelle, pour ensuite voir ce qu'on peut faire pour bouger de manière professionnelle. Et il y a encore des clients qui n'en ont pas conscience, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises qui ont conscience. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué, une petite anecdote. J'ai travaillé avec un grand assureur l'année dernière, et à leur séminaire d'entreprise qui était… Donc, les assureurs sont plutôt basés à Niort. Et à leur séminaire du top 30, qui était à l'île de Ré, ils ont introduit le séminaire qui se passait le surlendemain d'une des synthèses du rapport du GIEC. Ils ont introduit le séminaire avec une carte de l'île de Ré sur voilà à quoi ressemblera l'île de Ré en 2050. Et donc, eux, ils ont tous leur maison secondaire sur l'île de Ré. Je peux vous dire que la moitié était sous l'eau. Donc, eux, ils se sensibilisent aussi en interne, pardon. Et bon, il y a encore du travail à faire dans certains grands groupes, évidemment, mais certains sont déjà bien sensibilisés. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question avant de passer au dernier panel de cette soirée? Dans ce cas, je pense qu'on peut les applaudir bien fort.